Attendez, peut-être qu'il faut couper, parce Oh qu'on là là. vous entend. Ah, au secours. Monsieur le député, bonjour. Quelle arrivée triomphante. Là, c'est bon. Attendez, parce que je ne vous entends pas en fait. Attendez. Ah, pourtant, on n'a pas coupé les micros. C'est bon, je vous entends. C'est bon, tout est. On vous entend. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames et messieurs les représentants. Puis j'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Une excellente année à vous, bien évidemment à tout le CESE, puis à tous vos proches et toute votre famille. Bon, j'imagine que le CESE, c'est aussi un peu votre famille, mais je veux dire, j'en profite ici pour saluer bien évidemment tous les collègues qui sont connectés, notamment l'éminente, l'excellente Bérangère Politique que je vois ici, et que je prie de bien vouloir m'excuser pour le retard aussi, mais on avait une réunion avec des collègues de la majorité. Elle sait ce que c'est, parfois ça peut un peu tarder. Ah oui, bah, après tu pourras venir dans les réunions de la majorité, ça ne dépend que de... C'est pire Hervé. Ok, mais alors là pour ça c'est pire. En tout cas, je suis ravi que tu sois présente, Bérangère, parce que je sais ton implication sur ces sujets et ta connaissance. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je te parle d'un sujet aussi pour le suivi de la loi. Donc, bon, je ne vous fais pas l'introduction de la loi parce que, mesdames et messieurs les rapporteurs, vous les connaissez aussi bien que moi, voire mieux que nous. Vous dire que finalement, on a normalement une date de mise en commission et en hémicycle, donc ça pourra arriver au cours du mois de février, donc enfin, j'ai envie de dire, même si il est vrai qu'on a aussi beaucoup de sujets, mais c'est vrai que dans le calendrier parlementaire qui est le nôtre, il faut se saisir des opportunités pour ne pas le renvoyer au calendrier grec, parce que j'ai peur que ce soit le cas si jamais ça n'arrive pas en février. Donc, je vous laisse la parole parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. L'introduction, vous connaissez la structure. Peut-être si vous pouvez nous donner un avis général sur le texte. Alors, on a lu avec attention notre avis du CESE, mais entre le texte que vous avez analysé et celui qui est au Conseil des ministres, il ne doit pas y avoir de grande différence, il n'y a aucune différence. Mais on est vraiment intéressé d'avoir votre avis, vos préconisations, peut-être les éléments qui manquent du texte, et il y en aura sûrement, et ceux qui vous paraissent importants, eh bien, que l'on puisse préciser, modifier, transformer, et dire au fond si ce texte-là correspond à l'ambition en étant tout modeste, hein, à l'ambition politique que l'on s'est fixée, et si au fond, que dans le métro, et si ce texte-là correspond aussi est pertinent pour répondre aux défis communs, notamment l'objectif principal qui est la réduction de la pauvreté, l'inégalité et les changements climatiques. Donc voilà, merci. Peut-être Bérangère, si tu as une question au début ou si tu préfères poser la question à la fin, comme tu préfères. Oui, merci Hervé. Non, je pense qu'il faut que très rapidement on écoute nos invités et puis ensuite, s'il y a des questions à poser, je te remercie. Parfait. The floor is yours, comme on dit en beau breton. C'est pour plaire à Trélu de Montrélucane, c'est ça? Trélu et Breton, on se retrouve. Bon, bonjour et merci de votre accueil. Je peux peut-être déjà commencer avec une partie introductive. Donc moi, je représente le groupe des associations au CESE. Nous avons co-rapporté en fait 2 avis sur ce projet de loi de programmation parce que pour vous dire la toute vérité, nous avons eu 2 versions officiellement soumises au CESE, la version de janvier 2020 et la version avant l'été, donc de juin, qui doit être celle-là plus proche. Ça passe. Mais sinon, vous pouvez envoyer une 3e version. Hein. C'est ça. Mais en fait, j'allais justement ironiser en disant que par ailleurs, je suis représentante du CESE au CNDSI. Ah oui. Donc d'une part, j'ai eu 2 fois l'occasion de vous écouter puisque vous étiez venu il y a fort longtemps dans le cadre d'un premier avis du CESE porté par Philippe Jachand à l'époque, en 2016 ou 2015, je ne sais
Vous étiez venu déjà partager vos réflexions, je crois, en amont de votre propre rapport ou Oui, pendant le cours de votre propre rapport. Et puis, je vous avais re-entendu au CNDSI où là, vous aviez résumé les grandes lignes de votre rapport dans une version V0, encore antérieure, de ce projet de loi qui avait été soumis il y a fort longtemps au CNDSI. Donc, j'ai eu plein d'étapes. Et je dois reconnaître que c'est vrai que les calendes grecques, du coup, commencent à se faire sentir fort, mais on espère qu'on va enfin aboutir avec cette saisine officielle de l'Assemblée. Bref, donc voilà, pour introduire, au-delà de l'ironie de la durée, effectivement, de la réflexion sur ce projet de loi, donc vous avez en fait dû recevoir deux avis, un avis de janvier, un avis de suite, on appelle ça un avis de suite, en juillet, qui a été co-rapporté par les mêmes deux personnes que vous avez ici présentes. Dans l'avis de suite, on va se focaliser plutôt sur celui-là, évidemment, puisqu'il est davantage adapté au texte que vous avez, a priori, il n'a effectivement pas dû beaucoup changer depuis, que vous avez là sur table au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas, dans cet avis de suite, répété l'ensemble des préconisations que nous formulions dans le premier avis, à la fois pour ne pas être redondant, et puis parce que quand même, il y avait un certain nombre d'évolutions qui ont été ressenties entre le texte 1 et le texte 2. Donc, on va se concentrer là dans notre présentation rapide sur l'avis de suite, mais éventuellement, on fera référence à quelques préconisations qui ne sont pas re-explicitées telles quelles dans l'avis de suite, mais qui sont dans le premier avis, notamment, vous verrez sur la fin, certaines qui peuvent, auxquelles vous pouvez être sensible, en tout cas, Monsieur Berville, sur la place de la diaspora. Que nous n'avons pas réévoqué dans l'avis de suite, mais que nous avions déjà évoqué dans le premier, et notre avis n'a pas changé sur le sujet. Donc, en gros, pour Olivier, en termes introductifs, et puis ensuite j'attaque, tu as d'autres éléments en termes introductifs ou j'attaque sur le premier axe? Non, non, attaque et que peut-être nos interlocuteurs comprennent. On va se répartir un petit peu les interventions en fonction des parties telles qu'on les a développées dans notre avis. Voilà, c'est ça. Donc, notre avis de suite, en fait, est structuré en 4 grands thèmes qui suivent globalement les grands sujets de fond, en tout cas du projet de loi. Tout un axe autour du narratif, des objectifs finalement de cette nouvelle loi de programmation et de la clarté des orientations, des priorités, etc. Tout un axe autour de la trajectoire financière, un troisième sur les questions d'évaluation qui sont quand même une des grosses plus-values et innovations et nouveautés de ce projet de loi, et une dernière place sur un dernier thème sur la place de la société civile qui, évidemment, vous vous en doutez, est particulièrement chère au CESE. Donc sur le premier sujet, on s'est d'abord, à vrai dire, félicité des évolutions qu'il y avait eu pour le coup entre le premier avis qui nous avait été soumis en janvier 2020 et le premier avis, pardon, la première mouture de projet de loi et la deuxième, puisque dans nos interpellations de janvier 2020, il y avait effectivement de clarifier ce que sont les objectifs ou ce que seront les objectifs de la politique de la France en matière de solidarité internationale, de soutien justement à la lutte contre la pauvreté, qui n'était pas telle qu'elle indiquée dans la première mouture. On ne parlait que de lutte contre les inégalités mondiales, on ne parlait pas de lutte contre la pauvreté. Donc on s'est réjoui du fait, vous l'avez dit en introduction, donc je suppose que ça vous tient à cœur aussi, que soit clarifié que l'objectif prioritaire de toute cette politique, c'est de lutter contre les pauvretés et les inégalités au niveau mondial, et de clarifier évidemment la place en tant que telle de cette politique de solidarité et de coopération au-delà et de manière autonome des autres politiques qui sont tout à fait importantes, de diplomatie, de défense nationale, de lutte contre le terrorisme, etc. Mais en soi, il y a un enjeu de solidarité de la France envers les pays les plus pauvres et de lutte au niveau mondial contre les inégalités et la pauvreté qui était un peu confus, on va dire ça comme ça, dans la première mouture, et on se réjouissait que dans le cadre de partenariat global et idem dans l'exposé des motifs de cette version-là, ce soit beaucoup plus clair. Donc ça, c'est notre premier gros commentaire qui, du coup, ne vous apporte pas d'amendement possible, mais qui, quand même, est important à souligner, puisque pour le CESE, c'était un axe vraiment essentiel. En revanche,
Alors, on s'est également réjoui d'une clarification dans le cadre de partenariat global des objectifs et des orientations stratégiques d'une part, géographiques et sectorielles d'autre part, puisqu'il y avait une espèce de liste à la Prévert de priorités qui n'en était plus du coup. Donc là, il y a une clarification de ce qui relève, et c'était parmi nos recommandations de notre premier avis, de clarifier ce qui relève de priorités transversales, l'égalité femmes-hommes, les droits humains, les ODD, etc. Et ce qui relève de priorités sectorielles, donc sur le développement économique, etc., le travail décent. Ça a été vraiment clarifié à notre avis dans la deuxième mouture et la mouture qui vous était présentée. Et on s'en réjouit. Idem sur les priorités géographiques. Il était un peu confus dans la première mouture du projet de loi, la priorité sur les PMA et l'Afrique. Or, il nous semblait essentiel que soit clarifié le fait que la priorité géographique de la politique de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités mondiales de la France était les PMA et en particulier le Sahel, l'Afrique et en particulier le Sahel. C'est beaucoup plus clair, il nous semble, dans cette nouvelle mouture, mais en revanche, il n'est pas complètement précisé ce que ça veut dire en termes d'investissement financier et de part des investissements financiers sur cette cible-là des PMA. Et donc, une de nos préconisations, y compris là en juillet, donc pour le projet qui vous est soumis, c'est de clarifier la part de l'aide publique au développement qui sera apportée aux pays du Sahel. De la même manière, la part des financements de l'aide publique au développement française qui sera attribuée aux projets ayant l'égalité femmes-hommes comme priorité au cœur ou en objectif principal ou significatif, on va dire, n'est pas précisé. Or, ça fait partie des engagements de la France que de allouer 85% de la part du volume de l'APD, de l'aide publique française au développement, à des projets ayant le genre pour objectif principal ou significatif, et dont on suggère que ce soit précisé au moins dans le cadre de partenariat global, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'intégrer aux objectifs le soutien aux réseaux de femmes entrepreneurs, à la place des femmes dans les systèmes politiques, économiques, sociaux des pays bénéficiaires de l'APD française. Donc ça, c'est une de nos... on a réinsisté, on va dire, sur cette préconisation qu'on avait déjà formulée au mois de janvier. Et nous avons également réinsisté sur l'importance de soutenir en matière économique le développement des PME, TPE, enfin de l'activité économique locale, et pas simplement des grandes entreprises, et d'aller vers un accord, par exemple, tout ça en consistance, un accord Union européenne-ACP qui soit juste et qui permette justement le développement économique local, et pas simplement les accords commerciaux macro de la France avec ces pays. Ça nous semble quand même être un enjeu majeur. Dernier point, la structuration des sociétés civiles locales. Évidemment que c'est au cœur des enjeux de place de la société civile dans les pays, et le CESE ne peut pas y être indifférent. Par exemple, le soutien, la notion de soutien aux structures économiques, aux sociétés civiles locales n'est évoquée que dans la partie sur l'emploi-travail. Or, il nous semble important que la France aide à structurer localement les syndicats, le secteur associatif, une société civile solide, et que ça doit être un objectif en tant que tel. Par exemple, sur l'axe démocratie, il y a un sujet autour de renforcement de la démocratie et de la gouvernance locale. Ça fait partie des priorités sectorielles. Il n'est pas du tout évoqué dans cette partie-là le fait que la France investira dans la structuration de syndicats, d'une société civile locale qui soit consistante, solide et un vrai contre-pouvoir dans les pays. Or, ça nous semble important dans notre vision de la démocratie et dans ce que la France pourrait porter légitimement. Donc voilà, en gros, pour les premiers axes. Je ne réinsiste pas sur les PMA, que je ne suis pas allée au bout de l'idée, mais évidemment, nos préconisations concrètes seraient d'indiquer clairement dans le projet de loi, que ce soit au cœur ou dans le cadre de partenariat global, le fait que la France allouera 0,15% de son RNB, au moins d'ici 2022, aux pays les moins avancés. 0,15% du RNB, oui,
Oui, c'est ça. Pour confirmer avec des chiffres la priorité apportée au PMA et à l'Afrique, ce qui n'est pas très très clair dans le projet de loi tel qu'il vous est soumis là. On parle d'une priorité au PMA, mais on ne dit pas combien on allouera à ces pays-là. Or, ça fait partie des engagements de la France dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba de 2015. Et donc, ça nous paraît important d'honorer nos engagements internationaux en la matière en le réaffirmant dans ce projet de loi. Voilà Justement, pour la première partie. Justement, cet aspect d'engagement, c'est le deuxième volet sur l'aspect programmation et notamment budgétaire. On s'était félicité et en février et sur la deuxième version de cet aspect programmatique qui donnait une consistance réelle et qui montrait des avancées. Et on avait notamment souligné lors de l'avis de suite notre satisfaction à voir la trajectoire prévue non remise en cause dans un contexte particulier qui était en juillet-août, quand on l'a étudié, très différent des messages qui passent aujourd'hui sur les approches budgétaires. Donc, cette programmation en plusieurs étapes jusqu'en 22 pour atteindre 0,55, et on voit bien d'ailleurs qu'on dépasse vu la baisse du RNB, et cette trajectoire était un point important qu'on soulignait. Marie vous l'a dit, il y avait le petit regret qu'on a expliqué avant que dans ces engagements, les engagements internationaux de la France ne soient pas tenus et dans un calendrier fixé. C'est les 0,15 pour les PMA, c'est les 85% ayant un impact significatif sur le genre, et bien évidemment le fait que l'engagement maintenant très ancien de consacrer 0,7% du RNB à l'aide publique au développement ne soit pas clairement indiqué sur une date, avec une petite version entre les deux versions du texte. Le premier laissait entendre que l'engagement pourrait être atteint en 2025. La deuxième rédaction est un petit peu plus floue, à notre sens, dans la mesure où elle parle toujours de 2025 dans un deuxième aspect de programmation, mais n'affiche moins clairement l'objectif d'atteindre les 0,70% en 2025. Donc, c'est un point sur lequel il nous tient à cœur et il nous semble qu'on peut avoir quelques pistes sur ce point. On proposait d'ailleurs d'affecter une partie de la taxe sur les GAFA, si elle voit le jour, à aider à accompagner cet engagement. Donc, voilà très rapidement sur l'aspect financier, une trajectoire qui est importante qu'on salue et qu'on salue dans son maintien. La remarque que les engagements de 0,7, de 0,15 ou de 85% sont quand même un tout petit peu flous et pas très testés. Et sur le deuxième volet qui est la redevabilité et la transparence, là aussi, dans les deux cas, on s'est félicité de la création de cette commission indépendante d'évaluation des politiques, qui nous paraît quelque chose d'important. C'est ce qui se fait dans d'autres pays et c'est un bon exemple. C'est un point aussi sur lequel, dans la deuxième version, autant Marie nous l'a dit, il y a eu des avancées dans le cadrage, autant sur l'aspect financier et sur l'aspect transparence, on a senti un peu moins ce type d'avancée, puisque cette commission qui était au départ prévue pour être sous l'égide de la Cour des comptes, cette référence disparaît, mais du coup, on a d'éléments de compréhension de comment est constituée cette commission, comment elle va fonctionner, avec quels moyens, et quel est le cadre dans lequel elle va pouvoir avoir son action. Donc, c'est un point d'attention qu'on attire en disant très bon principe qu'il faut développer et qu'il faut maintenir, mais en même temps, il faut veiller à ce qu'elle ait vraiment les moyens de ses ambitions et qu'elle puisse le faire de telle manière qu'on ait une vraie évaluation partagée de cette politique et que ce ne soit pas simplement une opération purement technique interne. Voilà très rapidement sur ces deux aspects les points principaux sur lesquels on voulait
on voulait attirer l'attention. Donc, le dernier Ah. thème, si vous voulez que j'enchaîne, Merci beaucoup. j'enchaîne. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur le 4e et dernier? Et puis, comme Oui. ça, on libère ensuite pour les questions. Donc, notre 4e axe de recommandation était autour des problématiques de gouvernance et de place de la société civile. Alors, honnêtement, je vais me centrer sur les quelques recommandations, préconisations sur lesquelles on insiste dans l'avis de suite. Mais le gros des préconisations que nous avions fait au mois de janvier sont toujours valables, à vrai dire, et elles sont plus détaillées. Donc, je rebondirai peut-être pour en reprendre certaines. En gros, il nous semble essentiel pour une politique de solidarité internationale, de développement efficace, d'associer fortement la société civile à la conception, l'évaluation, au pilotage de la politique, que ce soit ici en France via la place importante du CNDSI et sa composition, et sur place via une représentation de la société civile dans les instances que le projet de loi appelle les conseils locaux de développement, hein, autour du représentant local de la France et des acteurs étatiques locaux. La place de la société civile n'est locale, voire internationale, en acteur de la coopération et des acteurs de la solidarité internationale, n'est pas du tout évoquée. Donc évidemment que ça nous semble problématique de ne pas réinsister sur la nécessité d'associer fortement la société civile, que ce soit en France ou sur place, dans le pilotage, l'évaluation et même la conception, hein, des projets de développement. Donc on préconise, de manière un peu symbolique peut-être, mais qu'il y a un article en tant que tel dans le projet de loi pour manifester ce souhait d'impliquer et cette importance de la place de la société civile. Donc c'est un côté symbolique, hein, mais un article qui serait dédié au fait que la France a à cœur d'associer la société civile dans la conception, le pilotage et l'évaluation de sa politique, que ce soit au niveau national, au niveau français ou au niveau des pays partenaires, nous semble important pour le symbole. Ensuite, pour la mise en œuvre opérationnelle, il y a un certain nombre de recommandations qui sont notamment sur le fait donc d'intégrer par exemple au CNDSI. Alors on se réjouit que le CNDSI reste nommé dans ce projet de loi, puisque alors pour le coup dans des versions qui n'ont pas été soumises au CESE mais que j'ai pu voir circuler fut un temps, il n'était plus évoqué, je pense parce que c'était une évidence qu'il existe et qu'on considérait qu'il n'y avait pas besoin de le réaffirmer, mais c'est quand même essentiel de réaffirmer qu'il y a cette instance-là, qu'elle est importante dans le pilotage et de réaffirmer ce qui est fait là, hein, que l'État et le gouvernement a à cœur de l'associer en amont, en aval, notamment dans l'évaluation de sa politique. Donc, on se réjouit qu'il soit mentionné, ce CNDSI, mais on recommande qu'il soit complété de la présence peut-être de mouvements de jeunesse, parce qu'il n'y a pas du tout de représentants en tant que tels des mouvements de jeunesse, voire de représentants des mouvements de femmes, parce qu'on sait la place des femmes et la place des jeunes, même en poids démographique dans nos pays partenaires, et que c'est peut-être une lacune de cette composition. Ça faisait partie des recommandations de notre premier avis du mois de janvier. On ne l'a pas recité tel quel dans l'avis de suite, mais on reste d'accord sur le fait que ce serait important de le solidifier avec peut-être ces représentants-là. Ensuite, on propose que le CNDSI puisse nommer, ou en tout cas proposer, 2 ou 3 représentants de la société civile dans les CA de l'AFD et d'Expertise France, vu le poids qu'ont l'AFD et Expertise France dans la politique telle que proposée. Il nous semblerait en tout cas dommageable que la société civile ne soit pas du tout représentée dans les CA qui pilotent ces instances-là. Donc c'est une suggestion et une de nos préconisations. La dernière sur ce sujet étant donc d'intégrer systématiquement et de le prévoir dans le projet de loi, ce que je disais tout à l'heure, des représentants de la société civile dans les conseils locaux de développement, donc là dans les pays,
à la fois par des représentants locaux, hein, des acteurs locaux de développement peut-être importants. S'il y a un CESE, par exemple, au niveau du pays, qu'il soit associé, qu'il y a un représentant du CESE dans le Conseil local de développement, s'il y a des mouvements de femmes ou des organisations particulièrement actives dans le pays, qu'elles soient associées, peut-être des syndicats. Bon, au niveau local, et évidemment que les acteurs société civile français, les ONG de solidarité internationale particulièrement impliqués dans le pays, puissent aussi être associés à ces conseils locaux de développement et que ça ne soit pas qu'un discours de État à l'exclusion de la société civile. Pour la place, donc ça c'est ce qu'on a appelé la préconisation 8, qui évoque au détour de son introduction la question de la gouvernance de cette politique. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas réinsisté dans cet avis de suite, mais il nous semblait important, et ça a été l'objet de plusieurs préconisations en janvier, qui restent de mise, de simplifier un peu le pilotage de cette politique de solidarité internationale, enfin de lutte contre la pauvreté et les inégalités mondiales, puisque c'est la nouvelle terminologie, mais avec un renforcement, on va dire, des prérogatives du ministre en charge du développement, parce que là, on a en gros, un co-pilotage ou une co-tutelle, voilà, une co-tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère et de Bercy. Il nous semble que ça joue dans la complexité et dans les lenteurs d'ailleurs, et que donc une prérogative plus claire du ministre en charge, qui est aujourd'hui ministre délégué, mais en charge de cette politique, et qu'il ait une capacité à justement engager des discussions interministérielles et une vraie tutelle ferme, unique sur cette politique nous semblerait important. Ça n'est pas prévu à ce stade dans le projet, ça n'est pas évoqué évidemment dans le projet de loi. Et donc, on le réaffirme là, et je fais référence dans ce cas davantage à notre avis du mois de janvier, où on préconisait également un certain nombre d'autres choses. C'est vrai que vous aviez proposé, il a été mis en place le conseil de développement, Monsieur Berville, je crois que c'était vous qui l'aviez proposé, je ne sais plus, mais la complexité avec cette double instance, conseil de développement et CICID, à notre avis, et peut-être qu'on a suivi de trop loin les choses, mais un peu ralenti aussi finalement. C'est important dans un aspect politique pour porter au plus haut niveau cette politique au plus haut niveau du président de la République. En revanche, en termes de pilotage derrière, ça a alourdi un petit peu et ralenti les procédures. On se demandait s'il n'y avait pas quand même pas une fusion à opérer, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas présidé par les mêmes entre le Premier ministre et le président, c'est pas le même. Mais il y a peut-être un sujet autour de ces deux instances. Au-delà du Conseil de développement, je préconisais aussi du coup une suppression du CNDSI, ou en tout cas une refonte, une transformation, qui permet justement de garder ce niveau présidentiel tout en ayant cette fluidité avec une instance au niveau interministériel qui est nécessaire. Mais en effet, vous avez raison. Du CICID, vous voulez dire? Le CICID. Oui, oui, parce que vous avez dit CNDSI. Du coup, j'ai dit, oh ben non, on va pas le D'accord. Ah ben oui, si vous voulez me fâcher en fin de. Non, par contre, je suis un grand partisan d'une transformation aussi du CNDSI, une transformation, c'est-à-dire de modifier un peu la composition, mais comme dans toutes les instances. Ah ben nous aussi. D'accord, très bien. Bah, on est d'accord alors. Donc, parce qu'on recommandait de fusionner le Conseil de développement et le CICID. D'accord. Où tous les ministres sont présents, mais ils sont présidés l'un par le président, l'autre par le Premier ministre, et du coup, il y a eu quand même un peu, ça n'a pas été du total. On n'est pas au bout de la transformation. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, donc ça, on reconfirme qu'on est de cet avis-là, et ça a été clairement formulé comme une préconisation du CESE en janvier, en tout cas, dans le premier avis. On ne l'a pas répété en juillet, mais on n'a pas changé d'avis sur le sujet de manière globale. Notre dernière préconisation reformulée, là, pour le coup, en juillet, c'est sans doute symbolique, mais ça peut être intégré au projet de loi, hein, donc ça peut faire l'objet d'amendements, je pense. C'est que le ministre en charge est à rendre compte, il est prévu dans le projet de loi, que le ministre rende compte annuellement devant les commissions compétentes du Parlement, donc de l'Assemblée et du Sénat, des évolutions, des impacts de cette politique, mais pas devant le CESE. Et ça nous paraissait symboliquement intéressant et important qu'ils rendent compte aussi, donc là, à la représentation nationale que vous êtes, à l'Assemblée et au Sénat, mais aussi à la société civile.
c'est une marque aussi de volonté d'associer la société civile à cette politique. Et c'est donc dans cette même lignée, donc on disait en gros il faudrait ajouter le CESE dans les instances auprès desquelles le ministre en charge rend compte annuellement de l'avancée de la politique, de son impact, voilà, des évaluations qui ont été conduites. C'est une manière d'associer aussi la société civile à l'importance de cette politique. Et là, on le voit parce que bon, moi, je représente le groupe des associations. Philippe Jachan était coordination Sud, donc et le nez dedans toute la journée. Bon, là, maintenant, il a évolué vers d'autres fonctions, mais ce n'est pas le cas de tout le CESE. Donc, c'est important, c'est aussi une manière d'associer la société civile dans sa globalité aux enjeux de cette politique, à l'importance de mettre de l'argent français dans cette politique. Et je pense qu'il y a un aspect pédagogique essentiel. Une préconisation que nous n'avons pas rappelée au mois de juillet, mais qui était notre préconisation 19 de mémoire de notre avis du mois de janvier, était justement d'intégrer au projet de loi la volonté de la France de développer toutes les formes d'engagement citoyen autour de cette politique. Donc le service civique, le volontariat international est déjà évoqué, mais aussi toutes les actions d'éducation à la solidarité internationale, parce que c'est aussi comme ça qu'on aura une adhésion de la population à ce genre de politique et à l'importance pour la France de mener ce genre de politique et d'investir des moyens dedans. Et si on n'a pas cette pédagogie, on va dire, vis-à-vis des citoyens, alors moi j'ai inspiré le lancement du service civique, donc je sais exactement ce que ça peut apporter, mais on pourrait très bien avoir des jeunes en service civique mobilisés pour faire de l'éducation à la solidarité internationale dans les écoles, dans les centres sociaux, voilà, auprès de leurs pairs, pour au-delà de se mobiliser pour partir à l'international, aider à la politique, vous voyez. Et ça manque beaucoup. Et ça pourrait être évoqué dans le projet de loi pour essayer de pousser un peu les choses derrière. Voilà, effectivement, on avait formulé, qu'on n'a pas répété là, une préconisation autour de la place des diasporas. Ça, je sais que vous étiez assez alignés sur on était assez en phase sur l'importance de valoriser davantage, voire de soutenir la place des diasporas qui s'impliquent dans leur pays d'origine par des dispositifs, je sais pas, de défiscalisation, des dons, tout ça n'est pas du tout structuré et n'est pas valorisé et n'est pas soutenu non plus, par exemple, hein, par des dispositions fiscales, mais ça nous semblait quand même important de le faire. Alors, on ne l'a pas répété dans l'avis de suite, mais ça faisait partie de nos préconisations du mois de janvier qui restent toujours de mise. Voilà. Peut-être, si vous le permettez, juste 2 points de précision qu'on n'a pas abordés dans le projet de loi. Vous expliquez la logique. C'est les 2 articles traitant à la fois de la transformation de l'AFD, sur lequel c'était assez technique. Et d'ailleurs, quand on reprend l'avis du Conseil d'État, on voit bien que c'est une organisation technique sur laquelle on avait un peu de mal à se positionner. Et 2e article de la loi que nous n'avons pas, enfin du projet de loi que nous n'avons pas étudié dans nos avis, c'est celui permettant d'accueillir plus facilement un certain nombre d'institutions internationales, dans la mesure où on n'avait pas les éléments. Et puis, petite conclusion, ça me permet de faire aussi une petite invitation. Nous avons insisté sur le rôle que devaient jouer les collectivités d'outre-mer dans tout ce dispositif et l'occasion de vous dire que la semaine prochaine, mardi, nous présentons un avis, et j'ai le grand plaisir d'en être un des co-rapporteurs, sur la déclinaison outre-mer du plan de relance, qui était une saisine du Premier ministre. Donc là encore, on réinsiste sur cet aspect que les collectivités d'outre-mer doivent être beaucoup plus associées à la politique internationale. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama et puis cette analyse vraiment excellente du projet de loi qui est dans la lignée de 2 excellents avis que vous avez formulés. Et je vous remercie parce qu'on voit là, avec en tout cas, qui est plutôt mon domaine de compétence, ou en tout cas le sujet sur lequel je travaille le plus à l'Assemblée, à quel point, en tout cas sur des sujets aussi à la fois importants, globaux, mais aussi très techniques, à quel point
les avis du CESE sont précieux, chirurgicaux et permettent aussi d'améliorer un certain nombre le texte dans ses différentes versions. Et donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps et d'avoir tenu aussi, parce que sur la durée, parce que c'est vrai que c'est comment dire, un film avec de nombreux épisodes ou je sais pas, de nombreuses suites. Peut-être juste une question, après je vais laisser la parole à Bérangère ou à d'autres s'ils ont la parole. Alors après, malheureusement, on a une autre audition après, donc on va devoir terminer dans pas trop longtemps. Mais vous y avez répondu un peu, mais du coup, je me posais la question, pourquoi vous n'aviez pas du tout étudié l'AFD, qui est quand même l'opérateur principal. Alors peut-être au-delà du fait que vous ne vouliez pas étudier, quel est un peu le regard que vous portez sur l'opérateur AFD, l'évolution qu'il y a aussi avec l'intégration du groupe Expertise France, et puis au-delà de simplement l'opérateur en lui-même, est-ce que vous estimez dans le contexte actuel, notamment on voit bien avec la question parce que vous avez beaucoup insisté à juste titre sur la question de la société civile. Au fond, la question qui est sous-jacente, c'est quels sont les outils les plus à même de mieux financer ou de financer la société civile, les jeunesses, les diasporas. L'AFD le fait avec parfois des succès, parfois des ratés parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne taille, etc. Mais est-ce que, du coup, et c'est le corollaire de la question, dans les dispositifs financiers français, est-ce que vous identifiez des manques? Est-ce que vous identifiez des éléments qu'il faudrait créer, modifier, transformer pour permettre justement d'accompagner la société civile? Parce qu'au-delà de la co-construction de la politique, au-delà de la coélaboration, de la reconnaissance du droit d'initiative, il faut que derrière, il y ait les outils financiers et les structures qui permettent de financer. Donc voilà, c'est un peu sur... on reconnaît la société civile dans son entièreté, dans son droit d'initiative, dans ce qu'elle apporte, mais derrière, comment vous voyez aussi le paysage des différentes structures pour pouvoir financer cela. Voilà. Je vais peut-être te laisser la parole pour une question à Bérangère Poletti, si elle le souhaite, qui est bien évidemment, comme vous le savez, aussi qui a écrit un rapport sur la modernisation de l'aide au développement avec notre collègue Rodé Coquendo derrière, et qui est membre du conseil d'administration de l'AFD. Okay. Oui, merci beaucoup Hervé. Juste 2-3 petits commentaires, notamment celui que tu viens de faire, peut-être en prolongeant ta question sur le sujet de l'absence ou quasi-absence d'accompagnement de l'AFD sur les petits projets dans les territoires, les projets de proximité. Alors, certes, on double l'accompagnement des collectivités territoriales, mais est-ce que c'est que ça, finalement, les petits projets? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une petite proposition à faire justement sur ce que disait Hervé, et je le rejoins tout à fait. Une deuxième remarque, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la problématique de l'incarnation au niveau du gouvernement de la politique d'aide publique au développement, notamment avec une augmentation assez conséquente des moyens qui sont donnés, on s'en réjouit, sauf qu'il y a une dilution finalement de cette responsabilité au niveau du gouvernement, et nous avions d'ailleurs avec, je pense qu'Hervé s'en souvient, avec Rodrigo Coquendo, fait une proposition sur un secrétariat d'État qui serait dédié à la problématique de l'aide publique au développement. Ça nous semblait être une bonne politique qui améliorerait la visibilité et probablement l'autorité aussi du gouvernement. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Et puis, je voudrais également, alors vous êtes tout à fait dans votre rôle, parce que vous demandez à ce que le CESE, la société civile, soit mieux représentée, qu'elle soit plus impliquée, plus consultée. Donc voilà, nous au niveau du Parlement, on aura exactement la même ligne, c'est-à-dire que le Parlement doit aussi être, il doit y avoir plus de transparence vis-à-vis du Parlement, il doit être plus impliqué, plus consulté. Et donc, je pense qu'on est, vous et nous, au niveau du Parlement, sur exactement la même ligne. Moi, j'ai une question à vous poser sur la problématique des ONG, parce que pour finir, c'est quand même un aspect extrêmement important sur lequel d'ailleurs on doit, nous, Français, nous améliorer sur l'accompagnement des ONG. Est-ce que vous avez envisagé de faire des propositions sur une amélioration de la transparence des ONG, sur l'amélioration de la formation des personnels qui travaillent dans les ONG? Je pense qu'on a vu, à la lumière de certaines actualités, qu'on pouvait peut-être être plus exigeant par rapport à ce que les ONG proposent sur nos territoires. Donc, je voulais votre avis sur ce sujet-là. Merci.
Merci. Je vais peut-être commencer, Marie, je te laisse poursuivre et développer. Peut-être sur les réponses concernant l'AFD d'une manière un peu technique et sur les points tels qu'on a vus dans ces deux avis. On a été dans les deux cas, d'abord, dans un contexte de temps très contraint. Ce n'est pas une excuse, c'est en tout cas, je dirais, un élément, puisque en gros, pour les deux, on a eu 15 jours, 3 semaines pour essayer de faire nos réponses. Et ça nous a un peu bridé dans l'habitude que peut avoir le CESE de dépasser le cadre simple de la question pour aller un peu plus loin et aller sur les aspects. Ça a été typiquement le point pour l'AFD, et Marie vous répondra sur les éléments, dans le fait que ça aurait demandé de pouvoir prendre du temps pour investiguer les différentes missions, pour en faire le point, et c'était matériellement pas possible. Après, sur l'aspect plus sur le fond, Marie peut compléter. Oui, effectivement, sur la question des propositions, la première question sur l'AFD Expertise France, qu'est-ce qu'en pense le CESE? Olivier vient de le dire, le CESE en tant que tel n'a pas formulé de préconisation autre à ce stade que intégrer au CA des deux instances, l'AFD et Expertise France, qui du coup sont liés maintenant, des représentants de la société civile pour éviter justement d'avoir une déconnexion totale entre les deux gros énormes opérateurs de l'aide publique au développement et la société civile. Donc c'est mineur comme proposition et comme recommandation, mais c'est quand même important. Et en tant que tel, le CESE n'a formulé que ça comme préconisation sur la première question de M. Berville sur le poids donné à l'AFD Expertise France. Mais il y a beaucoup de débats que vous avez peut-être suivis ou pas dans le CNDSI, avec des acteurs notamment de l'évaluation de l'expertise, et ça je peux peut-être d'ailleurs le dire là parce qu'on l'a évoqué dans l'avis CESE le premier, qui disent attention à bien s'appuyer sur la diversité des expertises et notamment d'associations ou d'acteurs privés non lucratifs, on va dire ça comme ça, qui ne seront pas Expertise France. Et il y a une diversité d'expertises qu'il faut quand même écouter et intégrer. Donc, peut-être que dans les modalités opérationnelles d'Expertise France, dans les opérateurs que Expertise France pourra, auxquels Expertise France pourra sous-traiter ou sur lesquels il va s'appuyer, on s'appuie bien sur cette diversité des expertises associatives notamment, de laboratoires de recherche, etc. Et qu'on n'oublie pas toute cette diversité d'expertise qui a même un regard complémentaire. Donc ça a été évoqué. Sur les outils pour soutenir la société civile, on a évoqué sans doute, en le creusant pas suffisamment, l'idée d'avoir une défiscalisation des dons faits notamment par les diasporas à des projets de développement portés par les communautés locales. Aujourd'hui, il y a une défiscalisation des dons à des structures françaises, associatives à but non lucratif françaises, mais quand on donne directement à un projet de développement, ce n'est pas du tout défiscalisé. Et ça, c'est peut-être un truc à creuser. Ça fait partie c'est peut-être un détail, mais c'est un détail symbolique important. Enfin, ça, pas important financièrement pour les gens qui donnent, mais en plus, il y a un côté symbolique. Donc, ça fait partie des préconisations qu'on a pu formuler en tant que CESE. Après, je peux compléter, moi, autour de choses similaires, à vrai dire, à ce que M. Berville avait mis dans son rapport, d'idées sur la mobilisation de la diaspora, même physiquement par le service civique, par le volontariat, peut-être par un volontariat d'expertise ou un service civique d'expertise, je ne sais pas, les mobiliser dans leur pays d'origine quand ils ont envie et qui peuvent apporter et le valoriser, même de le rendre visible. Et d'avoir une politique en tant que telle de promotion du service civique / du volontariat international d'expertise des diasporas dans leur pays, je trouve que c'est quelque chose qui serait intéressant. On ne l'a pas formulé tel quel dans l'avis du CESE, donc c'est plus une recommandation personnelle. Voilà. Sur les questions de Madame Poletti, sur les petits projets, alors ça répond pas complètement, mais il a été évoqué dans l'avis du CESE le fait que ce ne soit pas précisé la part des dons. Alors la question des dons versus prêts est quand même majeure en fait, parce que l'initiative locale, l'initiative des sociétés civiles, même ici des ONG par exemple françaises, ne peut pas être libérée, on va dire ça, s'il y a trop peu de part du financement qui passe par les dons. Et ce n'est pas du tout précisé dans la trajectoire, c'est évoqué, mais ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qui passera par des dons
au niveau ici des ONG, des acteurs français et au niveau local aussi. Et ce n'est pas du tout le même genre de dynamique. Et si on veut associer les sociétés civiles, libérer la créativité, ce n'est pas avec du prêt et ce n'est pas avec que du pur projet public. Vous voyez ce que je veux dire, AFD. Donc la part du don est plus que symbolique, elle est très importante et il faudrait sans doute la clarifier. Voilà, sur le secrétariat d'État à l'APD, clairement oui, puisque ça va dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure de nos recommandations. Secrétariat d'État ou ministre délégué ou ministre tout court, mais qu'il y a un ministre en charge, quel que soit son rang, au moins qu'il soit en charge de l'APD et qu'il ait son autonomie dans le pilotage de cette APD et au sein d'un gouvernement. Donc ça, on est complètement alignés, donc je pense que ça, on est d'accord. Sur la question de la transparence, on peut peut-être là rebondir sur ce point. Ce n'était pas vraiment une question, mais vous disiez avoir le souci en tant que parlementaire, évidemment, qu'il y ait une transparence vis-à-vis du Parlement, évidemment qu'on appelle à la même transparence vis-à-vis du CESE et de la société civile, mais un des éléments de la transparence, qui est sans doute pas suffisamment approfondi dans ce projet de loi-là, c'est la transparence sur les flux financiers, la masse, qu'est-ce qui va dans quel pays, qu'est-ce qui est don, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui est autre chose. C'est pas du tout, c'est pas encore, mais même le ministre lui-même n'arrive plus à savoir. Il y a quand même une question de lisibilité, mais qui amène de la transparence derrière. On ne peut pas être transparent si soi-même, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Et il y a un problème de lisibilité des financements de l'aide publique au développement française, entre les dons, les prêts, les investissements, par exemple, dans les entreprises. Il y a un problème de lisibilité sur qu'est-ce qui va dans quel pays, qu'est-ce qui va en Afrique, qu'est-ce qui va dans les PMA, entre le bilatéral et le multilatéral. Et ça, c'est quand même important. On est capable, en tant que pays France, de clarifier ces données-là. Et ça faisait partie de nos préconisations de l'avis de janvier et qu'on reformule évidemment à 100%. Et c'est un des éléments de la transparence. Si ce n'est pas clair, ça ne pourra pas être transparent. Bon. Dernier point sur les ONG, il n'y a pas eu de formulation telle quelle de préconisation sur ce sujet dans l'avis du CESE, dans aucun des avis du CESE. Donc, je ne vais pas pouvoir… en revanche… je suppose que vous êtes en lien avec… Je peux demander, là, pour le coup, à Coordination Sud en tant que telle, donc à la coordination des ONG françaises, leurs préconisations sur le sujet, mais vous les avez peut-être déjà, donc ça, il faut que je creuse, en gros, pour voir est-ce qu'eux-mêmes ont des préconisations pour eux-mêmes en termes de leur propre, j'entends bien, leur propre transparence et leur propre évaluation. Il y a une tendance qui est, à vrai dire, vieille de au moins 10 ans, voire 20, qui est d'avoir, mais dans tous les secteurs confondus, d'avoir des conventions annuelles ou pluriannuelles de financement des associations et donc des ONG aussi, avec des indicateurs de résultats, donc avec des attentes, avec des objectifs et donc des indicateurs de résultats attendus dans les financements. Je le sais que c'est le cas pour des associations qui interviennent sur d'autres champs, donc je suppose que c'est la même chose pour les ONG françaises. Donc je pense qu'il y a déjà des choses et qu'il faut peut-être améliorer. En tout cas en termes de lisibilité, transparence et rendu compte de l'impact de l'argent qui est investi dans les ONG en question. Je pense que ça a déjà évolué beaucoup depuis une dizaine d'années grâce à ces indicateurs de résultats attendus dans les conventions de financement public. Et je suppose que l'AFD a ce genre d'exigence aussi dans ses financements. En termes de formation, en revanche, là, j'en sais rien, il faut que je regarde. Je demanderai si ça vous convient à Coordination Sud. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes réfléchi à des améliorations possibles, des exigences que l'État et les pouvoirs publics peuvent avoir à leur encontre et pourraient avoir à leur encontre? J'ai répondu à tous, je crois, non? Oui. Très bien. Vous avez répondu à tout. Merci beaucoup, de manière en plus très précise, sans éluder aucune des questions. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un dans les collègues souhaite rajouter quelque chose. Si Bérangère souhaite rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Mais je pense que vous avez été très complet. Merci beaucoup encore une fois de vous être rendu disponible. Juste peut-être pour vous dire que cette audition, on enregistre l'audition pour que les collègues puissent la réécouter, l'entendre s'ils le souhaitent. Et donc, si ça ne vous dérange pas aussi, dans le cadre de mes auditions, je la mets aussi sur ma page YouTube. Donc, si ça ne vous dérange pas, qu'elle puisse être visible et audible par les millions de gens qui ne manqueront pas de
de se ruer sur cette audition. Non, mais en tout cas, non, mais merci beaucoup parce que au-delà de ce qu'on a pu lire, c'était important de vous attendre, de vous entendre de vive voix, et ça permet aussi de, eh bien, très concrètement d'avoir des idées d'amendements et pour garantir, améliorer la place de la société civile et faire en sorte au fond que cette politique dont ici je pense autour de cette table ou de cette vision, on a tous envie qu'elle soit portée à un plus haut niveau, qu'elle soit encore mieux incarnée, qu'elle fasse l'objet de plus de débats politiques, et bien que ce soit le cas, parce qu'au-delà de la question financière et quantitative, il y a une vraie question aussi de valeur, comment on veut peser sur le cours du monde et quelle place on veut donner aussi aux plus fragiles dans notre société, en France bien évidemment, mais aussi internationalement. Donc merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, et on aura l'occasion, j'en suis convaincu, de se revoir. Alors j'espère pas pour vous redemander un avis sur ce texte de loi ou l'autre, parce que je pense que vous allez abandonner vos stylos, et moi aussi, mais en tout cas pour faire peut-être le bilan de la loi et de sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour cet Au échange. revoir. Au revoir. Alors, là, on peut couper. Alors, sans transition.